je travaille à Emakina, je suis back-end développeur. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec sous mon pseudonyme Max Elias, sur Twitter ou sur GitHub. Je partage pas mal de veilles technologiques sur mes contributions et tout ce qui concerne le web. J'utilise principalement au quotidien Docker et PHP, donc si vous avez des questions sur ces sujets, je pourrais vous répondre. Petit rappel, les prochains rendez-vous à FUP sont le 23 février, donc à l'Assemblée Générale à Paris. Donc si vous êtes membre, n'hésitez pas à indiquer votre présence ou à donner votre pouvoir à quelqu'un qui sera présent. On se retrouvera également le jeudi 14 mars pour le super apéro ici même. Et le vendredi 17 mars pour la FUP Day qui sera à Lyon, Lille et Rennes, si je ne fais pas d'erreur. Voilà. Avant de commencer, également, je voudrais vous parler d'un petit sujet que j'aime bien, c'est Flex et Docker. Donc c'est un travail qui a été initié par Kevin Anglas auquel je contribue, qui a pour objectif de rajouter le support de Docker avec Flex. Donc il y a 3 liens importants. Donc le premier qui est un Docker pour Symfony, donc qui est optimisé pour de la dev ou de la prod. Le deuxième qui est un lien vers la pull request sur le support justement de Docker. Donc j'attends ici vos retours si vous en avez et je pourrai éventuellement les corriger tous les bugs. Et j'ai mis un troisième lien qui est un exemple d'une recette pour pouvoir configurer automatiquement votre stack avec Docker. Voilà. Donc API Platform, qu'est-ce que c'est? C'est un framework, pas de panique, si vous ne connaissez pas, c'est du Symfony. Si vous ne connaissez pas non plus Symfony, ne vous inquiétez pas, c'est assez simple. L'objectif c'est que ça soit très simple avec du coup grâce à Flex, tout va se configurer automatiquement. Et c'est pas non plus très compliqué et la documentation est très claire. Du coup c'est créé par Kevin Anglas et maintenu par sa société, les TL en grande partie, et à toute la communauté qui gravite autour. Donc avant de commencer un peu de contexte, donc, le web d'aujourd'hui il a beaucoup de problématiques d'API. Donc c'est des nouvelles problématiques qui sont là depuis quelques années maintenant, donc qui ne datent pas vraiment d'aujourd'hui. Donc c'est une nouvelle manière d'accéder aux données qui sont un peu plus interconnectées, donc avec différents appareils qui peuvent être du téléphone à la montre, à la télé, ou à une autre même API. Les API aujourd'hui sont un peu le cœur du web, du nouveau web même je dirais, et ils vont nous permettre en fait d'avoir une séparation de nos métiers avec un composant back pour l'API et ce que l'on souhaite comme composant pour les clients. Donc pour les clients il y a beaucoup de possibilités, je vous en parlais tout à l'heure. On va avoir également la centralisation des données, donc tout ce qui vont être les données métiers, tout sera au même endroit, accessible par la même requête. Ce qui nous donnera en fait une abstraction de la base de données et une adaptabilité assurée, donc une souplesse. Du coup, on va avoir toutes les mêmes fonctionnalités sur les mêmes canaux avec justement les nouveautés qu'il y a eu sur les stacks JS, comme avoir sur des single page applications, sur des progressive web apps, des mobiles natives, des applications mobiles natives. Des objets connectés, des systèmes d'information et puis plein d'autres, puisque maintenant la stack JS quand même permet de faire plein d'applications riches et cross-platform. D'ailleurs on peut rajouter des technos comme Vue, React ou Angular qu'on pourra faire une progressive web app ou une mobile app avec justement la connexion d'un webpack et de Babel pour compiler tout ça. Du coup, avec toute cette évolution sur les API, il y a beaucoup de notions qui sont arrivées et une personne qui s'appelle Leonard Richardson s'est posé la question de quand est-ce que son application était mature, et du coup il a défini un modèle pour dire à partir de ce moment-là mon API elle est mature. Donc il a défini ça sous 3 levels. Donc le premier qui est en gros le tout début des API où on n'avait qu'un seul niveau qu'un seul point d'entrée, qu'un seul format et une réponse unique. Donc ça c'était pour le level 0. Pour le level 1, on a la gestion des ressources. Donc là on va avoir tout ce qui va être les collections. Donc là c'est un premier pas vers REST. Ensuite on va avoir le niveau 2 qui est l'ajout des verbes, donc tout ce qui va être put, patch, delete et les codes HTTP.
Le level 3, ça va être des notions de Hypertext as the Engine of Application State. Donc là, pour ajouter tous les formats modernes d'API et Hypertext. Ça va nous permettre d'avoir des formats qui vont pouvoir auto-documenter notre API, la rendre auto-discoverable, ou même avoir des notions de SEO plus évoluées. Donc qu'est-ce qu'on y gagne quand on est tout en haut de l'échelle? Et ben on y gagne un découplage et une affordance forte sur notre application. Pour les standards, on a le JSON LD, donc c'est un standard hypermédia qui est recommandé par le W3C depuis 2014. Donc il facilite la manipulation de données. C'est bon pour le SEO, c'est compatible avec Google, BBC et Microsoft et plein d'autres grandes boîtes qui supportent ce format-là. Donc ça permet par exemple d'avoir des notes, comme sur l'exemple que j'ai mis, d'un produit, d'avoir les prix ou même les horaires d'ouverture d'un magasin, toutes ces données-là qui concernent justement le SEO. Toutes ces données du coup sont structurées de la même façon, de manière universelle, et que ce soit pour des ressources ou même des messages d'erreur. Donc maintenant, le framework. L'idée du framework, c'est en gros que ça soit facile, que ça aille vite et qu'on n'ait pas besoin de 40 minutes pour commencer notre API, mais plutôt de quelques minutes. Il faut que ça respecte les principes de sécurité de l'OASP, qui est un projet communautaire travaillant sur la sécurité des applications. Que ça supporte plein de formats modernes et comme le JSON LD, le Hydra, le XML et même le CSV, qui est assez pratique pour faire de l'export de certaines données si jamais vous avez besoin pour vos clients. Qu'on ait une chaîne complète de la création de notre document jusqu'au déploiement et que ça soit customisable, extensible et modulaire. Donc pour que ça soit tout ça, on a 4 composants principaux, donc qui est le composant API qui va permettre de construire une application API ou bien GraphQL. Est-ce qu'il y en a qui connaissent GraphQL Ok, pour ceux qui ne connaissent pas, GraphQL c'est un langage en fait, une façon d'architecturer notre logiciel de façon à avoir un langage qui va représenter en gros notre donnée. Donc ce langage il est typé et on va lui demander sous forme d'un gros objet JSON les données qu'on veut, donc juste les clés de nos colonnes par exemple qu'on va souhaiter avoir de nos entités. On va envoyer ce schéma là et lui va nous répondre sous forme d'un objet avec les valeurs, donc clé valeurs, et on aura uniquement les données qu'on souhaite. C'est très pratique dans les cas où on a très peu de réseau et que le débit n'est pas forcément super haut comme on peut avoir aujourd'hui dans les grandes villes de la 4G. Donc ça consomme très peu de données et c'est assez pratique. On a également un schema générateur qui va permettre en fait de modeler nos entités PHP avec le vocabulaire de schema.org. On va avoir un composant admin qui va nous permettre de rajouter une interface à notre application, donc qui est écrit en React. On va avoir un client générateur qui va nous permettre de générer un squelette d'une application qui soit en Vue.js ou en React. Pour le moment, c'est 2 langages qui sont supportés. On va pouvoir avoir notre admin et notre client sur un CDN, puisque en fait c'est totalement en JavaScript et ça peut être même déplacé en Progressive Web App. Pour les fonctionnalités du core, on va pouvoir créer des modèles CRUD très facilement. On va pouvoir serialiser nos données de n'importe quel format hypermédia que l'on souhaite. Donc du JSON, Hydra, ALP, CSV, YAML et tous ceux que j'ai pu citer avant. On va avoir de la documentation Swagger, du support des spécifications OpenAPI et de l'Hydra documentation qui est assez important pour le composant d'admin que je vais revenir dessus tout à l'heure. On va avoir la validation de données, le management d'erreurs, on va avoir de la pagination native, on va avoir des filtres, des ordres, la génération des modèles avec le schéma.org, donc le composant que je vous ai présenté tout à l'heure. On va avoir de l'authentification et du user management avec JWT et Fast User Bundle. Donc là qui est géré pareil nativement, il y aura juste un bridge en fait qui va permettre de faire le pont entre les deux, et JWT vous pourra vous offrir un payload pour être reconnu par votre API. On va avoir le support CRS qui va vous permettre d'avoir un modèle différent de votre entité pour faire tout ce qui est traitement asynchrone.
On va avoir de la facilité pour customiser notre application avec l'événementiel et l'injection de dépendance qui est au cœur du framework. Plein de logiciels de tests pour nos tests avec Beat, PHP Unit. On va avoir un mécanisme de cache rapide et d'invalidité automatique qui est géré nativement, support GraphQL, et tout ça c'est 100% MIT, et j'en oublie même des fonctionnalités que vous pourrez sûrement découvrir par vous-même. Donc pour l'admin, c'est une interface du coup complète, intuitive et dynamique avec le CRUD, la pagination, les relations, tout ce que vous pouvez imaginer pour n'importe quelle API qui supporte justement le format hypermédia Hydra. Donc ça va pouvoir en fait développer votre administration tout seul avec simplement ces 3 lignes de code. Donc il n'y a pas vraiment que ces 3 lignes de code puisqu'il va falloir mettre en place en fait un squelette d'une application React et ajouter la dépendance de votre composant admin et mettre dans votre fichier principal app ces 3 lignes de code et vous aurez déjà votre admin qui sera aussi complet que ça quand vous aurez terminé le développement de votre API. En plus, on va avoir la détection des types schema.org, on va pouvoir customiser des champs et le support de GraphQL. Donc ça va également demander un peu plus que 3 lignes de code et tout ça c'est basé en full React sur admin on REST et ça peut être une progressive web app. Et si vous voulez de l'autre, pareil sur l'admin c'est géré, il y a juste des fichiers supplémentaires à ajouter et c'est assez simple. Donc tout ça on peut le retrouver facilement dans un package qui est proposé par API Platform, donc, où on aura tout le packaging que peut offrir la solution et on va avoir une architecture sous forme de monolithe où on va avoir un conteneur pour notre API, un conteneur pour notre client généré, on va avoir un squelette pour notre admin. On va avoir un conteneur pour avoir un proxy pour faire de l'HTTP2 et de l'HTTPS. On va avoir un conteneur Postgre, un autre Varnish et un petit nouveau qui est Mercure, donc un nouveau composant qui a été créé par Kevin Douglas justement et qui est très récent. Et tout ce package en fait, il est cloud native, il peut être géré très facilement avec Kubernetes et EM, mais également avec Platform Message. Du coup, commençons. Allez-y. Bonsoir, je voulais faire discrètement, mais excusez-moi. Dès que la porte a fait du bruit, c'est bizarre. C'est pas grave, on prend toujours les retardataires. Du coup, on va pouvoir commencer à développer notre application. Et on va tout simplement avec ce package-là, on va le cloner. On va pouvoir prendre Docker, si vous ne l'avez pas installé, c'est très simple. On va dans le projet, on fait un Docker Compose app-d et tout est prêt. Si on veut une base de données, une fois qu'on aura fini nos modèles, on lance la commande qui va générer notre schéma en base de données et vraiment c'est fini, il n'y a vraiment plus rien à faire. Donc vous aurez une interface comme celle-ci, donc là c'est la documentation Swagger qui est sur mon entry point qui est en /API, donc moi je l'ai rajouté, donc si vous voulez la même architecture que moi, il faudra rajouter votre préfixe, mais sinon c'est sans le préfixe. Et du coup vous avez toutes les possibilités d'action qui est possible sur mon entité, que ce soit get, post, le get pour retrouver une entité précise, la supprimer ou la modifier. Et vous pouvez même exécuter les requêtes depuis cette interface-là pour tester si votre API fonctionne bien. Du coup, allons-y, commençons pour faire un premier exemple comme ceci. Donc c'est très simple, on expose notre entité avec simplement en fait une annotation qui va être le @API ressources. Donc quand on aura généré toute notre entité, ça va automatiquement donner accès à toutes nos propriétés de notre entité. Donc pour ceux du coup qui ne connaissent pas ce qu'est une entité dans Symfony, c'est un commentaire avec je sais pas comment dire, un arrobase qui permet en fait de détecter comme un commentaire d'une PHP doc, mais ce commentaire là il va être interprété par Symfony et il va pouvoir ensuite mapper l'action qui sera à faire derrière. Donc une fois qu'on aura mis tout ça, notre API elle va même du coup lire la documentation PHP doc et même tout ce qu'on aura mis par rapport à schema.org pour vous la documenter dans votre documentation Swagger. Donc pour l'exemple, on a ceci, donc on a notre classe, on rajoute simplement ça. Donc en une ligne, on a direct toute notre API qui est prête avec tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure.
Et du coup, on obtient un CRUD avec nos relations si on a de la validation, de la pagination, sérialisation d'erreurs, des retours, des routes automatiques pour toutes les actions, des filtres, de l'ordre et un hypermédia entry point qui va nous permettre en fait de centraliser tous les formats que peut demander notre client, que ce soit du coup ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, le JSON ID, le XML, le CSV. On va vraiment pouvoir lui demander n'importe quel format à partir de la même requête, grâce à la négociation de contenu. Donc, pour les opérations, on va avoir du coup deux types d'opérations. Donc on va avoir des collections, donc ce qui va vous permettre en fait de récupérer toute une collection de votre document, et le post qui est lui pas vraiment une collection mais qui en fait partie, qui va pouvoir permettre de créer un nouvel élément dans votre base. Et ensuite on a les items opérations qui vont être le get pour récupérer notre document, le put qui va être pour le modifier et le delete pour le supprimer. Gardez bien ce schéma en tête puisqu'on va le reprendre tout à l'heure pour tout ce qui va être la partie autorisation. Donc pour les relations, on va avoir tout simplement une nouvelle annotation qui va être API subressource. Donc là on la met sur la propriété où il y aura la relation avec notre seconde entité, et automatiquement le framework va détecter notre ressource et va automatiquement faire la correspondance avec toutes les annotations et documentations qu'on aura pu mettre avec pour les récupérer. Donc on va également pouvoir en fait définir un comportement différent pour notre enfant en lui rajoutant des paramètres. Parce que là c'est juste une select item, mais on peut très bien avoir, comme les lignes au-dessus, avoir des paramètres à notre subressource. Et on va pouvoir gérer des cas comme de la sérialisation pour pouvoir récupérer en fait différents attributs de notre enfant par rapport aux parents qui le demandent. Donc on va avoir de la pagination, donc là c'est tout automatique, il n'y a rien à faire. Quand on va installer, on aura directement ce fichier là, donc on aura cette configuration. Donc dans le API platform.yaml, on aura tout ce qui va définir en fait combien on veut d'items par page, le maximum d'items qu'on pourra afficher par page, le paramètre que demandera le client pour afficher la page qu'il demande et le maximum de résultats qu'il veut dans sa page. Pour les filtres, on va avoir différents filtres donc qui vont être pour du doctrine, ça va être du search, on va avoir du date, du boolean, du numérique, du range, du exist. Donc tout ça c'est géré nativement dans API Platform. Après on va avoir des filtres au niveau de la sérialisation par rapport au groupe ou aux propriétés. On va pouvoir dire si je requête ce document là avec tel groupe, je veux récupérer uniquement les propriétés qui auront ce groupe là d'affecté. Et on va pouvoir également faire du coup des filtres custom pour récupérer certains types de données que l'on souhaite. On va avoir différentes stratégies pour récupérer ces données. Donc on va avoir du partiel ou alors du hyperciel. Donc c'est un peu ce qui va ressembler à du like ou du e-like en SQL. Si ça parle à tout le monde le SQL. Donc on va pouvoir en fait, en exemple, une simple annotation API filter, on va lui dire qu'on veut un search filter, qu'on veut que ça soit sur les propriétés adresse country, que ça soit une stratégie exacte. On veut également que ça soit filtré sur le street address, mais là que ça soit une comparaison stricte. Donc en exemple, je vous ai mis la requête qui va découler justement de notre recherche, où on veut justement récupérer l'adresse qui correspond aux 4 rues de la Gentis. L'API va nous retourner ce résultat-là. Ce résultat-là, c'est du format Hydra. Donc ça paraît un peu barbare comme ça, mais vous inquiétez pas, c'est assez simple et ça va vous permettre d'avoir plein d'infos. Donc on va avoir tout ce qui est le typage de notre entité. On va avoir les informations de search, on va avoir les différents mappings, on va avoir le nombre d'items total qu'on va avoir et le type de vue qu'on demande. Donc il y a énormément d'infos dessus. Et je vous laisserai découvrir toutes ces informations si vous avez du temps pour aller voir la documentation, puisque je pense pas que j'aurai le temps de tout parler. Pour les utilisateurs, du coup on va avoir l'intégration, le support de False User Bundle. Donc là, pour ceux qui connaissent Symfony, on étend l'utilisateur de base de ce package et on va lui
lui rajouter nos fonctionnalités à nous. Cependant, Fast User Bundle n'est pas recommandé par API Platform, il recommande d'utiliser en fait un provider custom que nous on crée, qui sera beaucoup plus adapté en fait à nos besoins d'API pour tout ce qu'on aura qui peut différer en fait, et qu'on n'aura pas besoin à aller bidouiller la librairie de Fast User Bundle. Pour les autorisations d'accès, donc tout à l'heure je vous ai parlé des routes, mais si par exemple on veut désactiver un accès pour une certaine route, on va pouvoir le faire. Pour commencer, il va falloir qu'on rajoute un provider de sécurité qui va être Lexic GWT Authentication Bundle. Donc là, qui va nous pouvoir définir en fait un système de login et de guard pour pouvoir être reconnu par notre application et nous fournir un payload sécurisé qu'on pourra ensuite fournir à chacune de nos requêtes HTTP. Et ensuite, la hiérarchie des rôles se passe tout comme dans Symfony. On va pouvoir dire je suis admin, je suis user et si voilà, tous ces rôles-là. Tout simplement, ça va se présenter de cette façon-là. Donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure, la notation peut prendre des paramètres. Donc, on va avoir les deux paramètres qui sont importants, donc de la ligne 30 à 37. Donc, qui vont être par rapport aux opérations. Donc on va avoir définir le contrôle sur nos opérations donc de collection et d'item. Et on va pouvoir dire sur mon get de ma collection, je veux qu'il n'y ait que les admins qui aient le droit de le faire. Puisque c'est ma table user et je veux que personne ait accès à mes users en fait. Pareil pour la création, je veux que personne puisse créer à part mon administrateur. Je veux par contre pour le get que ça soit tous les utilisateurs, puisque je veux potentiellement avoir une fiche profil pour tous mes utilisateurs et qu'il soit public. Et pour la modification, je veux que ça soit user et aussi que ce profil il m'appartient. Je veux pas que quelqu'un d'autre puisse mettre à jour mon profil. Donc on va simplement dire qu'on veut le object.owner que ça soit égal au user. Donc ça c'est une syntaxe propre à Symfony. Et là on a une petite surprise qui est la ligne 27 et 28 qui va être justement tout ce qui est serialisation via des groupes. Donc on va pouvoir dire pour mon groupe user, je veux, pour mon entité user, pardon, je veux un groupe user, mais un groupe également user read et user write. Parce que je veux qu'en read, il n'y ait pas de champ type plain password qui va retourner mon password en clair. Donc je veux que ça soit pour l'envoi, pour pouvoir faire un check si le password d'authentification est bien correct, mais je veux pas qu'il soit retourné ensuite dans la réponse. Donc on va pouvoir également désactiver des opérations. Si jamais il y a une opération qu'on ne veut pas du tout qu'elle soit accessible, on met juste rien dans sa valeur et l'opération sera automatiquement désactivée. Donc pour la serialisation, ça reprend en fait les grands principes que peut proposer Symfony. Donc c'est le cœur du framework et on va pouvoir en fait étendre tous nos systèmes de serialisation grâce à des tags, rajouter nos formats, avoir des événements qui pourront justement interagir avec les formats qui sont natifs. Donc pour en gros schématiser ce qui se passe lors de la serialisation, donc nous on a notre objet, donc notre entité qui est ici. Donc quand je l'envoie à un client, donc il va y avoir un processus de serialisation. Donc d'abord on va prendre notre objet, on va le normaliser en tableau, et ensuite ce tableau-là, on va l'encoder au format qui sera demandé par le client. Donc on va avoir différents mêmes encodeurs qui vont gérer du coup différents formats. Et quand c'est le client qui demande à notre API, on va avoir un processus de désérialisation, donc le chemin inverse. Donc on va avoir un décodeur de notre format qui va transformer du coup notre format sous forme de tableau, et ensuite notre tableau sera dénormalisé vers notre objet. Donc on va avoir en gros un schéma très simple et très rapide juste d'un post de nos formulaires vers par exemple un objet de notre API. Donc on va avoir la serialisation qui sera pour la lecture et la déserialisation pour l'écriture. Je suis perdu. Donc voilà, différents exemples où on va reprendre un peu tous les exemples qu'on a pu voir depuis le début. Donc on va avoir du coup des groupes qu'on va définir pour la normalisation. On veut dire qu'on veut que les attributs qui sont pour l'écriture, pour la démolarisation. J'ai inversé, pardon. La normalisation pour la lecture, la démolarisation pour l'écriture, que ça soit uniquement accessible pour les utilisateurs, que par défaut on veut que ça soit ordonné par l'adresse country de façon ascendante,
et que la pagination soit activée, on met notre filtre. Et en gros, tout ça, ça reprend un peu les principes de base du framework qui va vous permettre d'avoir une fonctionnalité enrichie de votre API. Par simplement du coup quelques lignes de code. Donc là, on a à peine une dizaine et vous aurez plein de fonctionnalités. Pour les événements, c'est tout simple. Ça se présente comme pour Symfony, mais en plus, on va avoir des événements supplémentaires. Donc qui va vous permettre par exemple de vous greffer à la lecture par exemple d'une requête, par exemple celle-ci là, le read listener, pour justement interagir avec la requête avant qu'elle soit désérialisée par notre data serializer. Ou inverse, je veux qu'après ma désérialisation d'objet, j'ai une interaction avant que mon entité soit persistée, et ben on va se greffer sur l'événement par exemple, soit de désérialisation s'il faut que ça soit avant la validation de votre événement, de votre entité pardon, et ensuite il va être écrit en base de données avec l'événement write listener. Donc si par exemple on veut envoyer un mail quand notre entité a été enregistrée, on va pouvoir se greffer justement sur le write listener en post-write et dire qu'une fois que c'était persisté en base, on envoie notre mail pour dire j'ai bien pris en compte votre inscription par exemple sur notre service. Pour la suite, donc le cache, une application hypermédia, si vous ne savez pas, c'est complexe, ça peut consommer énormément de ressources. Pour ça, il y a plusieurs façons de pallier à cette problématique. On va pouvoir définir des cache tags sur nos requêtes HTTP. On va pouvoir placer un reverse proxy avant notre infra pour absorber une grande partie des requêtes, ou alors on va même pouvoir mettre Varnish. Et Varnish est supporté nativement dans API Platform grâce pareil à 7 lignes de code, même pas de YAML, qui vont vous permettre de récupérer, de pouvoir gérer votre Varnish. Et en plus de ça, avoir une invalidation de cache, c'est-à-dire que si on va requêter une entité pour la modifier, et ben automatiquement notre application va envoyer une requête à Varnish pour invalider le cache. Et on approche de la fin. Donc en petit bonus, je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités qui sont en bêta dans la version 2.4, ou même terminées pour certaines, puisque la slide date d'un tout petit peu. Donc on va avoir le support de MongoDB, qui va vous permettre d'avoir une couche d'abstraction supplémentaire à votre base de données. On va avoir le support d'Elasticsearch pour récupérer vos données depuis votre Elastic. Le support de Mercure. On va avoir le support de CQRS avec Symfony Messenger. Donc c'est le pattern en gros que je vous expliquais un peu tout à l'heure par rapport au RS, donc qui va vous permettre d'avoir un modèle différent, mais là avec Messenger, de Symfony Messenger. On va avoir de l'input class et de l'output class pour faire du DTO, donc il y a un patron de conception pour faire du transfert de données via des objets. On va pouvoir définir des statu codes par défaut sur nos entités pour dire je veux que cette entité, dès qu'elle soit requêtée, elle me retourne un statu code 5000. Il existe, je sais pas si on peut vraiment, mais c'est pour un exemple. On va pouvoir également faire du serveur push avec HTTP2, donc, qui est assez pratique. Donc en gros, par exemple, en exemple, j'ai mon entité qui est un héritage avec un enfant. Et cette fonctionnalité va pouvoir me permettre de récupérer mon parent et ensuite d'avoir une seconde requête asynchrone qui va me permettre de récupérer mon enfant, mais après que j'ai le retour de mon parent. Et tout ça grâce au fetching en fait que peut offrir HTTP2. Et si en plus de ça vous l'utilisez avec du Varnish, vous avez des performances qui sont au top du web. Et voilà, merci beaucoup. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je suis là et je peux vous répondre. William, tu es interdit de questions. J'en ai trop. Je vais commencer. Est-ce qu'il y a moyen, en fait, le modèle qu'on voit, il rapproche très fortement le modèle qu'on a en base finalement des opérations qu'on a sur le niveau API. C'est peut-être le but affiché de API Platform.
Mais ce qui me paraît intéressant dans l'API plateforme, enfin moi ce que je leur demanderais, c'est pas forcément d'avoir au niveau des API forcément l'image de mon schéma de base de données. C'est-à-dire que là, typiquement, on a mis des annotations d'API plateforme directement sur les entités. Est-ce qu'il y a moyen de le séparer et faire des DTO, ce que tu montreras à la fin, pour séparer et avoir par exemple un autre modèle, exposer un autre modèle sous la forme Hydra que celui qui est généré pour la base, ou est-ce que c'est vraiment trop lié là dans ce... Non, justement, tu pourras faire justement du DTO comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais tu pourras également jouer avec les groupes si tu veux vraiment, les groupes de serialisation pour avoir vraiment une infime quantité de ton modèle vers ta base. Mais les deux solutions sont possibles. Est-ce que tu l'utilises uniquement J'ai pas eu l'occasion de l'utiliser pour du pro, donc que du perso. Malheureusement, j'aurais bien aimé. Du coup, est-ce que ça s'affiche un peu comme le remplaçant de Friend for Symfony, là, les Friend Forest? Alors oui, enfin pour moi, Phosphorus Bundle, et c'est plus d'actualité pour moi, enfin je m'en sers plus du tout. Pour mes projets perso c'est fini. Même par exemple le bundle pour gérer la PHP doc avec les annotations Swagger, je l'ai plus parce que c'est géré nativement dans la API Platform. J'ai plus besoin de m'embêter à réécrire mes contrôleurs, mes annotations pour ma PHP, pour ma Swagger, ma doc Swagger. Tout ça c'est fini. Comme ça je gagne un temps qui est pas négligeable. Une autre question, est-ce que tu peux du coup créer aussi tes propres routes qui pointent vers un contrôleur qui n'a rien à voir avec ton modèle, par exemple? Ouais, j'en ai pas parlé dans ma slide parce que c'est une notion un peu plus avancée. Tu vas pouvoir en fait créer en fait une entité, donc quand même une entité. Tu vas pouvoir lui dire cette entité sera traitée dans un contrôleur spécifique. Donc tu vas définir en fait dans tes propriétés de ton annotation que cette route-là, elle utilisera ce contrôleur-là. Donc dedans, tu vas pouvoir utiliser et modifier ton entité ou même utiliser des data persisters, qu'ils appellent ça, il y a data persister et data provider, donc pour te fournir et enregistrer en base tes informations. Donc là, tu vas pouvoir avoir des collections beaucoup plus custom que ce que tu peux demander une simple entité. Et ça peut également aussi répondre à ta question de faut-il vraiment que ça soit formaté comme ta base. Parce que des fois, on peut avoir un traitement spécifique qui est déclenché par une autre application qui ne répond pas forcément à une entité de la base. C'est juste, je t'envoie ça et tu me fais un traitement. Ça rejoint le CQRS dessus avec l'idée de dire on va avoir autre chose que des create, read, update, delete avec des opérations où vous voudrez sécuriser juste les interactions avec la base et qui ne soient pas forcément un coup de delete, update, machin, peut-être un truc plus custom. Oui. J'ai une question, mais je vais pas en poser. Vas-y William. T'en veux une compliquée, une facile? Ça dépend lesquelles sont compliquées. Tu veux une facile? Tu as parlé des paginations, à un moment donné c'était global, la pagination que tu as montrée, et après tu définis d'autres éléments de pagination, et tu as une annotation pour binder tes paginations. Ouais, tu vas pouvoir définir dans ta conf de ton projet le type de pagination que tu veux, quand je dis par type, c'est-à-dire le nombre de pages que tu veux, enfin le nombre d'éléments que tu vas afficher sur ta page, le nombre maximum que tu vas pouvoir autoriser sur ta page. Si tu vas avoir un petit select que tu vois, si tu en as par exemple avec DataTab par exemple qui va pouvoir t'offrir ce genre de fonctionnalité. Et les paramètres que tu vas pouvoir envoyer en fait à ton application pour dire je suis à telle page ou alors je demande tant de pages pour cette requête là, enfin tant de données pardon sur cette requête là. Donc tu crées ton offset autant de pagination que tu veux et après tu associes la notation, la pagination à ton entité. Et après tu vas pouvoir le définir en plus de ça, tu peux surcoucher sur ton entité. Donc tu vas pouvoir en plus de ça dire ben non, pour cette entité précise je veux un comportement différent. Je prends une autre question facile, une question difficile. Donc ça va encore peut-être par rapport au besoin, mais du coup tu peux customiser aussi la réponse. Parce que par exemple sur une migration, tu vas pouvoir, je sais pas, une application à distance va vouloir envoyer un objet, tu vas peut-être vouloir à l'ID comment
Tu as dit qu'il était généré par l'application, est-ce qu'il est rentré dans la réponse par exemple? Ouais, bah avec le DTO justement, tu vas pouvoir définir ta classe d'output et dire je veux tel format en sortie. Et tu vas associer le contrôleur et avoir. Tu vas associer un contrôleur à cette truc-là et qui va te former tout ça. Vas-y William, des questions compliquées, on va voir. C'est sur le slide où tu as marqué les voteurs, pas les voteurs justement, les is granted dessus. Tu peux mettre des voteurs dessus, tu mets des fonctions de callback custom sur le. Tu sais, là où tu as mis les permissions dans le slide qui était aux 2 tiers à peu près. Où tu avais les permissions, tu sais, dans la notation, on t'explique en fait comment tu détermines ces lieux de non-accès. Donc tu as fait le truc de base de Symfony, quand tu utilises les composants Symfony Sécurité, le is granted. Oui, ça c'est native Proximus. Confond total native Symfony. Et donc là ça, en gros, c'est interprété raw en PHP, quoi. Donc tu peux remplacer ça par des voteurs et tu peux remplacer ça par les callback custom. Tu peux utiliser autre chose que is granted, par exemple. Si tu veux ne pas passer simplement par une autorisation Symfony qui vient du firewall, quoi. Si tu veux faire autre chose, un truc composite, j'ai jamais posé la question. Ça a l'air d'être possible, mais je me suis toujours posé la question. Pour moi, c'est du moment que ton traitement te retourne un booléen, c'est bon. Ouais, c'est ça, parce que tu vois, à gauche là c'est du PHP qui est juste, on va dire, c'est eval, je sais pas ce qu'il fait derrière, mais je préfère pas savoir. Et à droite, par contre, le object.owner user, là, il a enlevé le. Enfin, je sais pas, c'est un truc qu'il a en interne ou c'est que le object il est auto-référencé. C'est aussi du Symfony. Donc tu dois pouvoir écrire ce que tu veux, normalement là. Tu as la fonctionnalité de pouvoir dire si ça m'appartient. Donc, je pense que c'est possible de pouvoir faire un authentificateur spécifique à Symfony, après tu mets le système de vecteur que. C'est ce qu'ils avaient l'air de dire en disant en fait votre propre truc. Ouais, pour votre propre tu peux provider juste autre chose de user. que des rôles Symfony pour définir une authentification d'accès à un truc dessus. Par exemple, si quelqu'un est passé par une étape d'un workflow, un truc je sais pas qui peut arriver tous les jours, tu vois, est-ce que la personne, avant de pouvoir lire ce truc-là ou écrire dans ce truc-là, elle est déjà au préalable passée par un autre truc, tu veux pas le déterminer juste par des is granted. Ou alors tu lui donnes des rôles et tu te forces à passer uniquement par des rôles dessus. Pour éviter de dire de bêtises, je vais te rediriger vers la documentation. C'est une question pas facile en fait. Comme ça, je m'évite de dire des bêtises. C'était une question pas facile. J'ai une autre patate chaude là, c'est très compliqué. J'ai déjà vu des use cases où toi tu as pu jouer avec le versionning, parce que là du coup c'est pareil, il y a le versionning un peu côté base, il y a le versionning des API. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de passer de l'un à l'autre facilement? Est-ce que ça c'est... J'ai jamais essayé. J'ai pas vu de cas, mais j'ai vu beaucoup de présentations justement qui en parlaient. Et je pourrais pas vraiment dire, mais je pense que la gestion d'une version de ton API, comme il peut y avoir dans Symfony, tu peux très facilement gérer avec API Platform. Quand tu restes full, normalement, c'est inclus dans le RF, tu peux faire une portion qui correspond mais à normaliser à ta... Tu as une configuration, tu vas pouvoir définir, par exemple, pour tes routes, dire tu vas chercher telle entité et tu prendras, tu rajouteras ce préfixe-là pour toutes ces entités-là. Donc si tu sépares bien après tes entités, tu pourras potentiellement dans ton dossier dire ce dossier-là de l'entité va correspondre à tel préfixe pour cette version-là, etc. C'est compliqué quand même. Mais après, si tu fais du GraphQL, tu n'auras pas de versionning. Tu l'as dans la réponse. Ouais. Tu peux donner dans l'objet de réponse si tu veux une version de plus tu types et moins tu as de cas de versionning. Tu as eu l'occasion de tester Mercure aussi, parce que j'ai vu qu'il y a que Mercure est supporté par API Platform. Ouais. Tu as juste l'attribut Mercure égale true, c'est fini. Voilà. Tu fais ton API, tu génères ton entité, donc tu peux même le faire avec le make bundler que j'ai pas précisé, mais le maker de Symfony va te dire également quand tu vas le générer, te dire est-ce que tu veux exposer ton entité en tant qu'API, tu mets oui, tu as déjà la notation, tu n'as même pas besoin de la mettre. Et ensuite, du coup, tu utilises le client générateur, tu te génères un client par rapport à ton endpoint de ton API, il va te même gérer le cas justement de Mercure qui est supporté, et après tu mets Mercure égale true dans ton truc, tu lances un update, enfin tu ouvres ton client, tu lances un update sur ton entité par exemple à partir de la documentation Swagger, et ton client sera automatiquement averti de cette modification. Une question je pense facile.
au niveau des propriétés, de côté API comme côté base, en fait, tu peux mettre des validateurs classiques. Pour, Ouais. Parce que j'ai vu que tu l'as mentionné. En fait, c'est comme pour les. Si tu connais très bien Symfony, c'est pareil, tu vas utiliser les asserts de Symfony sur tes propriétés. Automatiquement, API Platform va les lire et va les comprendre et va te faire tes messages d'erreur que tu as demandé dans le format, enfin sérialisé dans le format que tu auras demandé. Ouais. Donc en fait, tu utilises des annotations finalement pour déclarer ça une fois et tu l'as à la fois dans la doc qui est générée et à la fois dans les contraintes presque des entités avant qu'elles soient, que tu l'as à bout de champ. Ouais, tu peux même. Et peut-être même dans le Hydra là que tu montrais. Oui. Oui, tu vas voir. Je sais pas s'il y a des Bonne contraintes. question. Ah non, quoique je me suis pas posé la question, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, dans ton admin, tu auras le petit champ qui dira que celui-ci a une contrainte, par exemple, est obligatoire. Je vais peut-être pouvoir vous montrer rapidement l'application moi que j'ai en test. Alors, il faut que mon Docker se lance rapidement. J'ai pas pensé à le préparer. Non, je suis pas ouvert le bon projet. Donc là vous pouvez voir c'est un petit projet moi que je m'étais fait pour le début et en gros ça c'est toute ma conf API Platform, donc elle est assez simple et dessus j'ai l'authentification, la gestion du provider Fast User Bundle. Comment? Je peux mettre une bonne présentation, ça fait important. Ah, comment on fait sans ça? View, présentation. View, Interpresentation. Juste au-dessus, ouais, ça. yes. Ah voilà. Relax. Et donc en gros, là, tu vas pouvoir définir le titre de ton API, la version de ton API, le mapping justement avec tes entités. Tu vas pouvoir définir le cache varnish, l'authentification. Là, tu vas pouvoir dire que ton authentification doit être prise en compte par Swagger et tu vas avoir même un petit bouton en plus avec un cadenas pour dire je veux déverrouiller la documentation Swagger, donc tu ouvres et tu colles ton token d'autorisation, tu le refermes et tu vas pouvoir exécuter toutes tes requêtes qui demanderont ton autorisation et toute la gestion de page. Comment je retourne maintenant en mode normal? C'est fini. Ok, c'était très simple. Hop, hop. Ok, ça va être bon. Et là, je vais pouvoir demander du coup. Mon conteneur n'était pas encore démarré. Donc tu vois là, c'est l'autorisation que je te disais, tu vas avoir le petit bouton ici pour rajouter ton authentification. Donc tu vas avoir toutes tes entités. Donc là, si tu déplies, tu vas avoir du coup toutes les informations par rapport à ton entité avec la PHP doc qui va remonter également dans ta description. Et là, tu vas pouvoir avoir des modèles de requêtes, dire là je me mets en requête. Et tu vas même pouvoir changer ton type de réponse que tu attends. Et tu vas même pouvoir l'exécuter en cliquant sur Try Out et exécuter ta requête. Et là, normalement, elle devrait échouer puisque je ne suis pas authentifié. Voilà. Ah non? Ah si, j'ai enlevé la truc et donc du coup, voilà, tu as cette réponse-là. Parce que sinon, le cadenas, c'est pour t'obliger à t'authentifier avant d'être. Ouais, si tu as des restrictions sur des opérations, il va te dire tu passes pas pour. Donc là, j'ai dû l'enlever pour mes postal adresses, mais sur mon user par exemple, à mon avis, il doit y être. Et je vais pas pouvoir récupérer mes utilisateurs. Et je vais pas essayer parce que ça se trouve, je l'ai enlevé également. Et donc pour la partie admin, est-ce que ça se tend? Hop. Hop, hop, hop. Donc là tu vois j'ai ma petite page de login parce que j'ai demandé un truc de login. Hop. J'ai mon utilisateur. Je connais son mot de passe. Ce mot de passe tu le connais? Non. Il est pas très compliqué, c'est password.
Il me semble. Et donc voilà, mon admin il est généré du coup automatiquement, il voit que j'ai une donnée utilisateur et que j'ai 2 entités adresses. Donc là je vais pouvoir voir mes actions, mon entité pardon, je vais pouvoir éditer mon entité, la sauvegarder ou la delete et tout ça. Si vous voulez voir également le admin, donc dans le projet, hop, j'ai mes admin, donc dans mon SRC, j'ai juste mon fichier app.js, donc j'ai rajouté tout ça pour avoir l'authentification. Enfin tout ça, c'est encore très peu. Et j'ai ajouté un fichier auth provider qui va me permettre de gérer du coup une URL de check pour m'authentifier. Et ensuite définir ma connexion avec mon storage si je veux faire du progressive web. Service worker ici pardon. Donc là, en gros pour l'authentification tu crées ces 2 fichiers là et tu rajoutes ce petit bloc là pour vérifier que tu es bien connecté. Dans la ligne, là, quand tu as genre des entités liées, tu peux être tout seul les champs, tu peux tout créer. Si c'est un blog, tu veux créer un tag à la volée, etc. Comment ça? Tu fais un post de blog, tu veux créer un tag qui n'existe pas encore avec des tags, tu peux le faire à la volée, etc. Ah bah oui. Automatiquement d'ailleurs, parce que en général, c'est. Là si tu regardes. On fait rapidement et tous les petits trucs un peu comme ça. Si on inspecte ce qui se passe, hop, c'est sur pas sur le fond d'écran. Si tu regardes par exemple tout ce qui se passe dans le network, Ça existe des lignes, tout ça. hop, on va faire un jeu flash. Tac. Tac. Donc tu vois, si tu regardes ce qui se passe en fait quand tu te connectes, il va te faire celle-ci. Donc là il va déjà te dire ton entry point et les types de documents que tu as, donc tu en as 2, et ensuite il va te demander tout ça au format JSON ID, et il va te dire ben voilà, ton API documentation c'est ça, je supporte ces classes là, hop, tac, il y a tout ça, il va te dire les contraintes, violations, enfin Hydra elle est très 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 riche et vous avez plein d'infos. Je connais pas toutes les annotations de la documentation Hydra, donc je vous invite à aller voir par vous-même. Et vous avez plein de possibilités. Par exemple, pour une donnée, par exemple, user, on va avoir notre membre, et si je me trompe pas, non, c'est pas censé ici. Ça n'est peut-être pas ici, mais si on demande, par exemple, on a une extension en fait qu'on va pouvoir, qui s'appelle HAL, qui va vous permettre de rajouter en fait les liens des actions possibles sur votre entité. Donc si tu récupères ton entité et que tu as les autorisations pour la delete, il va également te renvoyer le lien avec l'action à faire pour delete cette action, ce document là. Donc tu vas avoir tout ce qui va être get, put et delete dessus. Et vous avez vu que j'ai également mes filtres par rapport à mes entités de recherche. D'autres questions? On va pouvoir boire une petite bière. Voilà. T'as pas d'autres questions, William? C'est bizarre. J'en ai d'autres, mais tu veux pas que j'en pose. Et t'es pas tout seul, donc. Je vais pas m'intercaler entre une bière et la nature. Ah. Je tiens à ma vie. Petit octogone pour savoir qui est. Merci, ouais.